Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver pour cette nouvelle session d'un e-forum, qui est une formule que nous avons lancée et déployée encore davantage durant cette période de confinement et maintenant on entame une période de déconfinement. Donc j'espère surtout que vous allez tous bien. Donc cette session s'adresse principalement à nos amis CGP. Aujourd'hui, nous allons parler de non-coté, autrement dit de private equity. Comme on le voit derrière moi, donc est-ce une classe d'actifs à part entière? Comment on utilise ce private equity? On en entend beaucoup parler. Et pour en parler de meilleure façon, je me suis entouré de grands experts. Avec Eric Bouchenet d'Isatis Capital. Bonjour Eric. Bonjour Thierry. Jean-David Haas de Nextage AM. Bonjour Jean-David. Bonjour à tous. Et de Stanislas Cuny, donc de Amundi. Bonjour Stanislas. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, on va durant cette petite heure aborder différents sujets. D'abord, on parlera du marché, bien sûr. Pourquoi s'intéresse-t-on donc à cette classe de private equity? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est finalement une solution par défaut? Tout ça, on abordera ça dans les détails. Et ensuite, et avec mes invités interlocuteurs favoris, eh bien, on verra dans le détail là aussi comment ils ont pu mettre au point ou quelles sont leurs méthodes ou leurs process pour mettre au point des solutions qui vont nous aider, nous, tant en direct que via l'assurance vie, pour mieux satisfaire vos clients. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran avec vous et pour nous effacer quelque peu et donc aborder ce sujet plus en détail. Comme je le disais, nous avons nos trois interlocuteurs, alors qui seront quatre finalement, parce que nous avons côté Isatis, Mathieu Lambert interviendra également aux côtés d'Éric et les trois maisons interviendront successivement sur différents sujets. Alors d'abord justement, peut-être pourrait-on faire un petit tour d'horizon sur la présentation rapide de ces maisons. Alors Stanislas, on commence par vous. Qu'en est-il de la maison Amundi en matière de private equity? Donc vous êtes directeur de la gestion. Alors, oui, bonjour. Amundi Private Equity Fund, c'est une filiale d'Amundi dédiée au private equity. On gère environ 7 milliards d'euros et on a deux activités. On a une première activité qui est de fonds de fonds. On sélectionne des fonds de private equity et on y investit pour le compte de nos clients. On est à peu près dans 200 fonds dans le monde et d'investissement direct où notre métier consiste à prendre des participations minoritaires actives au capital de PME et de TI non cotées, en croissance, en zone euro et qui bénéficient de méga tendances. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que sont les méga tendances. Cette équipe d'investissement direct qui est composée d'une douzaine de gérants qui a un solide track record. On a plus de 13 ans d'expérience en moyenne. On a investi on a fait plus de 88 opérations de capital développement et de capital transmission. Et on a une performance assez solide sur les 10 dernières années, avec un TRI brut supérieur à 20% et un multiple de 2,5 à peu près sur nos investissements. Très bien. Voilà pour Amundi. Merci beaucoup Stanislas. Donc on va revenir effectivement sur l'offre et la façon dont elle est construite. Côté Isatis, Éric Bouchenet, quelques mots sur cette maison qui est peut-être un peu moins connue, mais qui fait vraiment foi sur ce marché. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, Isatis Capital est une société plus récente que le Crédit Agricole, très clairement. On existe depuis bientôt 7 ans. On était précédemment une équipe qui est en charge de toute la partie private equity pour un autre grand établissement bancaire qui est le groupe BNP Paribas, et on a pris notre indépendance totale en mi-2013 exactement. Aujourd'hui, l'équipe est composée de 17 personnes professionnelles du monde du private equity, dont 12 sont dédiées à l'investissement. Donc très clairement, on est une société de gestion qui est très orientée investissement et sélection des entreprises dans lesquelles nous mettons l'argent que nous confient les investisseurs. L'ensemble de cette activité, malgré tout, et même si la société est jeune, puisqu'on a 7 ans, on porte sur 19 ans d'historique. On
pratique ce métier depuis 19 ans, avec une spécialité dans le capital investissement qui repose sur le capital développement et la transmission. Donc, on ne pratique pas toutes les activités et toutes les stratégies d'investissement dans le domaine. On est reconnu depuis notre sortie comme étant une société de gestion pertinente et performante, notamment par le magazine Le Particulier. Il nous cite tous les ans comme étant une société de gestion qui a une rigueur de gestion, une qualité et une attention particulière à rendre l'argent aux porteurs qui nous ont confié cet argent. Et on a également une activité importante avec des investisseurs institutionnels au travers de FPCI, fonds professionnels en capital investissement, qui ne sont pas agréés, et notamment avec un dernier fonds dédié que nous avons gagné pour le compte du Fonds de réserve pour les retraites, qui est un des plus grands investisseurs institutionnels français. Nous avons sélectionné au terme d'un appel d'offres important qui a duré 14 mois. Nous gérons 430 millions d'euros aujourd'hui et répartis à hauteur de 35% pour la partie institutionnelle et 65% pour ce qui concerne la clientèle patrimoniale, qu'il s'agisse de conseillers en gestion de patrimoine ou de banque privée. Voilà le panorama de l'équipe de Lattice Capital et de la stratégie. Très bien, merci Eric. On va passer la parole à Jean-David Haas, NextEdge, un autre vieux complice, si j'ose dire. Jean-David, quelques mots sur la maison NextEdge. NextEdge, c'est surtout une aventure exceptionnelle que j'ai la chance de co-diriger avec Grégoire Santil depuis maintenant 18 ans. À l'époque, j'avais 27 ans, donc comme tu peux le voir, j'ai pris quelques cheveux gris. Nous, notre passion et ce pourquoi on a créé NextEdge, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait en capital développement un vrai manque en 2002 en France. Et n'ayant pas la chance de venir soit des réseaux Crédit Agricole ou BNP, on s'est tourné naturellement vers les conseillers en gestion de patrimoine et ça fait maintenant 18 ans qu'on a la chance de grandir, de gérer des fonds à la fois pour des conseillers en gestion de patrimoine et pour des institutionnels, puisque je remercie nos amis d'Amundi qui sont à la fois investisseurs et actionnaires chez nous. Et c'est bien de pouvoir faire les deux parce que ça permet finalement de donner aux particuliers le meilleur des fonds institutionnels. On a 34 fonds qu'on a levés depuis 2002, dont 18 sont liquidés, donc on a déjà du recul à la fois sur nos fonds institutionnels et sur nos fonds grand public. C'est plus de 760 millions d'euros qui ont été levés depuis l'origine. L'équipe a bien grandi, mais elle reste jeune. Même si on a de l'expérience, on reste jeune, puisque l'âge moyen de l'équipe, c'est 38 ans. On est 31 professionnels, dont 16 personnes dédiées à l'investissement. Et on est passionné par l'entrepreneuriat et les PME. Merci à vous trois de cette présentation rapide. Alors, je rebondirai sur ce dernier propos de Jean-David, effectivement, la notion d'entrepreneuriat. Je pense que ça, c'est un leitmotiv qui est vraiment très intéressant. C'est comment, en effet, donc, le private equity peut-il finalement accompagner les entreprises dans leur développement, dans leur phase de croissance. On le voit ici sur cette courbe-là qui est assez connue, où effectivement on voit que le private equity vient aussi en complément des autres acteurs qui viennent financer finalement les entreprises dans leur développement, différentes phases, différents modes de fonctionnement et d'intervention. Et on verra donc sur quel segment finalement se situent nos différents amis ici présents et qui vont nous exposer tout ça plus en détail. Alors le private equity, c'est aussi donc un segment qui performe bien, qui peut-être même surperforme, pourrait-on dire, puisque donc, pardon, on voit ici donc que l'on a des surperformances par rapport aux autres classes d'actifs et notamment donc les classes actions. On voit donc qu'en moyenne, on est sur des écarts de performance qui dépassent les 500 points de base, donc ce qui évidemment est tout à fait significatif. Alors au-delà de ça, il n'y a pas que cela, mais il y a aussi la sensibilité peut-être aux cycles économiques. Et là aussi, on voit que finalement, hop là, pardon, j'ai un petit problème de vignettage. Voilà, on va y arriver. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Hop là.
On voit ici donc que la sensibilité finalement du private equity est moins importante que les autres classes d'actifs par rapport aux cycles économiques et parfois même montre une résilience encore plus importante. Donc, ce qui est intéressant, surtout donc dans les périodes que l'on vit, puisque malheureusement donc on doit vivre avec les crises et peut-être les anticiper. Et le private equity est sûrement un élément important pour pouvoir justement utiliser ou peut-être mieux exploiter ces périodes complexes. Alors, c'est un marché en revanche qui est assez disparate. Donc, dans private equity, tout n'est pas à mettre à la même enseigne. Et on voit qu'en revanche, les écarts entre les différents quartiles sont assez importants. Et donc, grosso modo, on peut faire des erreurs quand on fait des choix en matière de private equity. D'où peut-être aussi le fait d'aller choisir des solutions plutôt collectives via des fonds, puisque donc là, on s'adresse à des experts et des professionnels qui évitent justement ces grosses erreurs. Mais effectivement, en direct, eh bien, on peut subir en quelque sorte des déconvenues qui seraient assez importantes. Alors, c'est aussi un marché qui se trouve finalement moins volatile, virgule sur la durée. Je pense qu'il ne faut pas du tout oublier la notion de durée. Et ça, c'est très important. Mais en effet, donc, de ce point de vue, on se rend compte qu'à la fois les retours annuels en matière d'investissement, les max drawdown et les temps de récupération sont finalement de meilleure facture que sur certains autres marchés. Donc, ça nous amène finalement à montrer que l'on a une certaine décorrélation. Alors là, on vous a montré ici une matrice alors, qui se focalise uniquement sur les FCPR parce que c'est peut-être la catégorie sur laquelle on a le meilleur recul en matière statistique et en matière illustration par des données vérifiées. Mais ici, ça provient de chez Cantalis. Donc, on voit ici sur cette dernière ligne la notion de décorrélation finalement de la catégorie private equity, non cotée au sens large du terme, par rapport aux autres catégories. Et enfin, pour terminer sur ce tour d'horizon marché, donc un petit élément concernant notre activité. Vous savez que nous, Ageas Patrimoine, donc plateforme, nous sommes à la fois présents sur des solutions d'assurance vie et sur des solutions investissement en produits financiers en direct. Et ce qui était important, c'était de voir effectivement comment on rendait éligibles ces différentes solutions, avec à la fois, donc, comme je le disais, une présence en assurance vie, puisque donc cette possibilité du private equity en assurance vie, qui n'est pas nouvelle, mais qui a été boostée par la loi Macron à l'époque où Emmanuel Macron était encore ministre de l'économie, eh bien, a eu un regain d'intérêt et nombre d'acteurs aujourd'hui se positionnent sur ce segment. Mais c'est également donc, grâce à la loi Pacte et à la promotion du pair, donc une solution également extrêmement pertinente. Vous savez que qui dit pair dit solution quand même destinée à la retraite avec ce qu'on appelle un effet tunnel, même si on a des possibilités de sortie anticipée, mais c'est quand même cette ambition-là qui est la première. Et bien là, les solutions de private equity prennent tout leur sens puisque donc on est sur une durée longue et connue, donc deux vertus essentielles pour les financiers. Alors en ce qui nous concerne, donc on a la chance et l'avantage et le privilège de travailler avec nos trois acteurs préférés qui sont référencés dans nos offres en direct ou via les contrats d'assurance vie que sont donc Amundi Asset Management, Isatis Capital et NextEdge AM. Donc je n'ai que trop parlé et je vais leur laisser la parole. Je vais justement donc redonner la parole à Jean-David un peu pour voir avec lui. On parle du private equity comme un actif qui permet de reprendre langue avec l'économie réelle. Quelle est votre analyse en ce qui vous concerne pour cette approche-là, l'économie réelle et le private equity? Ça fait bon ménage? Alors, je te remercie Thierry pour cette synthèse. Et moi, pour ma part, je pense que le capital investissement, le private equity, est vraiment une classe d'actifs fantastique. C'est une classe d'actifs fantastique parce qu'elle nous reconnecte avec le réel. Et moi, je dis souvent qu'on est un peu les routiers de la finance. Que ce soit Stanislas, Eric, moi, on passe beaucoup de temps en province à aller dénicher des belles PME pour les aider à grandir. Et donc là, vous voyez une petite carte de France, mais moi, je suis administrateur de sociétés à Anglette, à Nice. On a été à Laval. Donc, c'est vrai que c'est pour nous vraiment une force de se reconnecter avec le terrain. Et en fait, on investit vraiment sur des PME qui sont autour de nous. Et en plus, ça crée de l'emploi. Et je pense qu'on est sans aucun doute la classe d'actifs qui crée le plus d'emplois en France aujourd'hui.
Il n'y a aucune autre classe d'actifs qui crée autant d'emplois. On peut avoir une idée du nombre, justement? 266 000 emplois créés en 5 ans entre 2013 et 2018. Et je pense que dans le contexte qu'on va vivre, et on en reparlera tout à l'heure, dans le contexte qu'on va vivre dans les mois et les années qui viennent, on a vraiment besoin d'investisseurs dans cette classe d'actifs pour aider justement l'économie à repartir. Et en plus, comme tu l'as très bien dit, ça permet d'accélérer les croissances de nos entreprises et de générer de la performance. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? J'ai l'impression qu'en effet, on coche toutes les cases qui permettent d'être sensible finalement à cette classe d'actifs. Côté Isatis, Eric, quel avis justement sur cette classe d'actifs à part ou effet de mode? Non, premièrement, je ne pense pas qu'on puisse qualifier le private equity de classe d'actifs à part. C'est une classe d'actifs parmi d'autres. La seule problématique qu'il y a peut-être pour mettre ce mot, cette expression à part, c'est que une classe d'actifs qui est assez méconnue. Pourquoi elle est assez méconnue? Parce que pendant très longtemps, elle a été réservée à des investisseurs soit institutionnels, soit à des clients privés mais fortunés. Et donc, il n'y avait pas cette forme de démocratisation à laquelle nous assistons aujourd'hui. Euh, Sachant que, pour citer quelques exemples, auparavant, un client qui souhaitait investir dans un fonds de private equity devait au minimum mettre un investissement de 100 000 euros. Donc on voit que ça ne touche pas tous les épargnants que l'on puisse avoir sur le marché. Par ailleurs, il y avait très peu d'accessibilité sur l'assurance vie, puisqu'en France, il n'y avait pas d'offre jusqu'à une période très récente. C'était surtout via Luxembourg. Tous les clients n'ont pas un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc dans tout cela, je crois qu'il faut qualifier le private equity comme étant une classe d'actifs entière, qui est en train de s'étendre à l'ensemble des investisseurs privés qui le souhaitent, au travers des conseillers, notamment au gestion de patrimoine, qui se recommandent ce type de classe d'actifs, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, que ce soit la volatilité qui est moins importante, la performance dans la durée, mais aussi, comme disait Jean-David, c'est une classe d'actifs qui relie l'épargnant à l'économie réelle et qui fait qu'il a le sentiment vraiment, au-delà d'être investi dans un fonds, de participer à la vie d'une entreprise. Encore une fois, quand on investit dans du private equity, l'argent que l'on y met, c'est l'argent qui va directement dans l'entreprise. Ce n'est pas comme en bourse. En bourse, on achète une action sur le marché boursier à quelqu'un qui la possède déjà. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée à l'entreprise, sauf en cas d'augmentation de capital, ce qui n'est pas la régularité du marché boursier. Donc, dans tout cela, on est vraiment dans une classe d'actifs à part entière, génératrice de valeur et génératrice d'une dynamique économique. Il ne faut pas oublier que les PME en France sont des entreprises qui génèrent, comme dans tout pays, la vraie dynamique économique, au niveau de l'emploi, mais au niveau également de l'activité. Derrière tout cela, il faut voir que dans le private equity, il y a aussi à discerner, c'est ce qui fait la forme de la classe d'actifs, mais qu'on a sous d'autres formes dans d'autres classes d'actifs. Il y a différentes stratégies, différentes spécialités, comme le capital amorçage, le capital risque, le capital développement ou le capital transmission. Et tout ça, ça qualifie le stade de maturité des entreprises. Amorçage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis une petite jeune pousse qui commence à éclore et qui va se développer. Capital risque, là, j'ai mis au point mon ambition d'entreprise et je commence à générer du chiffre d'affaires, je suis toujours en perte. Et capital développement, je suis installé, je gagne de l'argent et je veux aller encore plus loin. Puis après, le stade de la transmission où il y a la succession qui se met en place pour être soit racheté par une autre entreprise, soit à faire venir d'autres dirigeants. Dans tout cela, il faut prendre en considération une chose, c'est que l'argent n'est pas un élément unique. Il faut, pour que cela fonctionne, accompagner ces entreprises au-delà de mettre de l'argent à l'intérieur. Oui, c'est bien ce qu'on comprend, effectivement, c'est la notion d'accompagnement, de financement et d'accompagnement. Donc, ça n'est pas qu'un chèque en blanc. Et j'ai bien apprécié donc, votre propos qui disait c'est pas une classe d'actifs à part, mais c'est plutôt comment dire, une classe d'actifs à part entière. Donc, et ça, c'est important. Stanislas, votre point de vue également là-dessus, donc vous mettez l'accent plutôt sur la performance. Donc, ça crée vraiment de la surperformance et de façon durable? Oui, le private equity, c'est la classe d'actifs la plus performante de tout l'asset management. Elle fait systématiquement mieux que les actions cotées, elle fait systématiquement mieux que les hedge funds, et elle fait systématiquement mieux que l'immobilier sur des longues périodes. Donc, c'est vraiment une classe extrêmement performante
avec des retours moyens qui sont supérieurs à 10%. Ce qui est intéressant dans le private equity, c'est que contrairement à beaucoup d'autres classes d'actifs, nous faisons que de l'investissement de conviction. Il n'y a pas de benchmark. On ne va pas prendre comme un fonds coté action qui ne peut pas ne pas avoir de Total, par exemple, ou de L'Oréal, parce que c'est dans l'indice. Nous n'investissons que dans des entreprises dans lesquelles nous croyons fortement, dans lesquelles nous pensons qu'il y a une perspective de plus-value forte et qui sont servies par des équipes de dirigeantes de grande qualité. Donc, c'est avant tout un investissement, c'est de l'investissement de conviction. C'est aussi de l'investissement très long terme, par rapport aux autres classes d'actifs. Nos investissements, les investissements de nos fonds durent en général entre 3 et 7 ans, une moyenne à 5 en général. Donc, on est un investisseur qui va rester longtemps dans les entreprises et ça, c'est assez différent, je pense, des autres classes d'actifs. Et puis, on l'a déjà dit, mes confrères l'ont déjà dit, on est un investisseur, nous sommes des investisseurs actifs. C'est-à-dire que nous participons à la gouvernance des entreprises, nous y apportons des bonnes pratiques, nous y apportons notre expérience, nous y apportons nos réseaux d'affaires, nous y apportons la puissance financière de nos groupes. Vous voyez, moi, pour raconter ma journée de hier, j'ai passé l'après-midi avec les dirigeants du groupe Aramine, qui est une société qui est basée à Aix-en-Provence, qui est une société de notre portefeuille, qui est un des leaders au monde dans les engins de mine souterrains veine étroite électriques, qui vend des engins de mine et des pièces détachées pour les mines souterraines dans le monde entier. Et on travaillait sur les mesures gouvernementales exceptionnelles qui sont mises en place aujourd'hui pour passer la crise. On réfléchissait aussi sur le rebond du marché. Voilà, donc on travaille dans nos métiers en collaboration étroite avec les dirigeants des entreprises dans lesquelles on est. Donc, financeur, mais pas que. On est des partenaires. C'est vrai que les dirigeants des entreprises sont nos partenaires. On a une relation de confiance avec eux et on passe énormément de temps avec eux. Voilà. Donc, ce que je peux dire aussi, peut-être rajouter, c'est que pour moi, le private equity, c'est aussi c'est une classe d'actifs qui permet le développement, la création, le développement et la transmission des entreprises. Et ça, c'est fondamental dans nos économies. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on apporte dans ces entreprises des bonnes pratiques de gouvernance. Nous sommes des professionnels de la gouvernance, nous sommes des administrateurs d'entreprises professionnels. Et on apporte ça aux entreprises, aux PME, aux ETI qui n'ont pas forcément des pratiques usuelles de bonnes pratiques de gouvernance. Et ça fait progresser énormément les entreprises. Oui, et pour elles ont l'expertise métier. Elles ont leur expertise métier et vous apportez une expertise plutôt sur la gouvernance et l'administration de l'entreprise. Voilà, exactement. On apporte des bonnes pratiques de gouvernance, on apporte des réseaux d'affaires et on apporte des expertises. On apporte des expertises. Si vous voulez, mon équipe et moi, si on fait la somme par exemple, des acquisitions qu'on a fait directement ou pour les sociétés dans lesquelles on est investi, on a peut-être fait 500 build-up collectivement. Donc, on a une expérience, par exemple, de croissance externe qui est sans commune mesure avec celle des dirigeants des entreprises dans lesquelles on investit. Donc, typiquement, quand on investit dans une entreprise qui veut faire de la croissance externe, on va accompagner le dirigeant dans cette croissance externe. Alors justement, vous parliez d'expérience sur le terrain, de rencontres avec les entreprises, etc. Alors, dans cet environnement qui est quand même un peu complexe avec ces crises sanitaires d'abord, puis financières et enfin peut-être économiques, sociales, etc. Donc justement, c'est quoi l'effet marquant sur fin 2019 et on ne peut pas passer à côté de début 2020 de votre point de vue, Stanislas? Alors, d'abord sur le marché, je peux vous parler du marché jusqu'à fin 2019. On a connu 12 ans de croissance ininterrompue sur notre marché, avec en moyenne plus de 10% par an. C'est tiré par plusieurs phénomènes. D'abord, une croissance économique mondiale et aussi le fait qu'une baisse des taux très forte
ce qui a fait que notre classe d'actifs, que les investisseurs institutionnels notamment, qui avant investissaient dans des bons du Trésor allemand, eh bien, se sont rendus compte, qu'on constatait que ça ne rapportait plus rien. Donc, sont allés chercher de la classe d'actifs, sont allés chercher de la performance dans des classes d'actifs moins liquides, dont la nôtre. Voilà. Donc, on a une très forte croissance. C'est une croissance d'investissement dans nos fonds, mais on a eu aussi une croissance qui a été tirée par la demande des entreprises. Les entreprises, en fait, font de plus en plus appel au private equity, au détriment de la bourse pour se financer, parce que les opérations de private equity sont plus efficaces, sont moins chères que les introductions en bourse. Quand vous allez vous introduire en bourse, quand vous voulez lever 100, ça va vous coûter entre 6 et 10% de l'argent que vous levez. Ça va vous forcer à dévoiler votre stratégie à vos concurrents, à dévoiler vos résultats à vos concurrents, et ça vous rendra beaucoup moins agile par la suite. Pour ça que beaucoup d'entreprises préfèrent se financer auprès d'acteurs comme nous, que ce soit pour financer leur développement ou leur transmission. Donc, il en résulte en fait un univers d'investissement qui est en croissance. Le nombre d'entreprises qui sont financées par le private equity n'a fait que croître pendant ces 12 dernières années. Il est de combien d'ailleurs ce nombre d'entreprises financées? Première question. Et deuxième question, c'est quoi le panel ou le terrain de jeu, si j'ose dire? Alors, le terrain, alors, le nombre d'entreprises financées l'an dernier par le private equity est un peu plus de 2000. Si on prend les transactions qui ont eu lieu l'an dernier, c'est un peu plus de 2000. C'est en croissance forte depuis plusieurs années. Le terrain de jeu, c'est des entreprises indépendantes en croissance, hein, qui sont souvent des leaders de leur catégorie ou de leur niche, et qui sont servis par des équipes de management solides à qui on s'associe. Hein, c'est-à-dire que quand nous rentrons au capital d'une entreprise, nous nous associons systématiquement avec les dirigeants de cette entreprise afin d'aligner les intérêts. Voilà. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'au cours de ces 10 dernières années, il y a des fonds de dette, des fonds de dette privés qui se sont… il y a eu une émergence de beaucoup de fonds de dette privés, notamment de fonds de dette unitranche, qui rendent des opérations de transmission, qui sont quand même l'essentiel du marché en euros, hein, en tout cas dans les économies matures comme la nôtre, jusqu'à présent. Et ces fonds de dette privée ont apporté des solutions complémentaires et supplémentaires au financement usuel des opérations de private equity, en les rendant beaucoup plus souples et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Donc l'émergence de dettes de fonds unitranches qui permettent de financer des opérations de transmission de façon très rapide et très simple ont permis aussi le développement de ce marché. Très bien, merci beaucoup Stanislas de cet éclairage. Côté Isatis, Eric, c'est quoi votre analyse par rapport à ce qui s'est passé donc en 2019? Donc probablement effectivement des éléments qui confirment la bonne santé de ce marché. 2020, donc un démarrage un peu chaotique, on l'imagine. C'est quoi votre analyse par rapport à ça? Alors, comme pour rejoindre ce que disait Stanislas, on a vécu une période précédente, 2020, particulièrement porteuse, avec effectivement des capitaux importants qui sont venus s'ajouter au fonds de private equity et des valorisations qui ont eu plutôt tendance à gonfler. Ce qui pour moi a été, depuis le début de l'année 2019, une opportunité de vente ou de cession des participations que nous avions dans nos fonds. Donc, on a bénéficié de cette tendance favorable, ceci jusqu'en début 2020, puisque la dernière session que nous avons faite a été réalisée en février 2020. Donc, une tendance très dynamique qui nous a permis, après avoir accompagné pendant plusieurs années, effectivement, les entreprises que nous avions en portefeuille, à procéder aux sessions en harmonie avec les dirigeants. Et ce qu'il faut voir chez nous, c'est qu'en durée de portage moyenne, on porte les participations que nous avons environ 4,1 années. Donc, ça a été plutôt favorable en 2019 et début 2020. Évidemment, l'arrivée du Covid-19 et le confinement
sonner un peu le glas à l'activité pendant quelques temps, avec un tarissement important de tous les nouveaux dossiers que nous étions amenés à pouvoir recevoir de la part d'entreprises et d'intermédiaires qui souhaitaient lever des capitaux. Quand vous êtes bloqué à la maison, évidemment, c'est compliqué, hein, puisque le private equity, ce n'est pas que l'action d'une société de gestion, c'est l'intervention de beaucoup d'intermédiaires, que ce soit des fiscalistes, que ce soit des juristes, que ce soit des spécialistes et des experts. Il faut voir que quand on regarde un dossier d'une entreprise pour éventuellement investir dans cette société, le délai entre le début de l'opération d'étude et si on va jusqu'au moment où on met effectivement l'argent et avant d'accompagner l'entreprise, ça prend 5 à 6 mois. Donc, on n'est pas comme en bourse où on décide d'acheter ou de vendre. Ça ne se fait pas de cette façon-là. Donc, le confinement a figé un peu l'activité, très clairement, au niveau de tous les nouveaux dossiers. Les dossiers en cours ont pu vivre leur bon déroulé. On a réussi à faire 2 investissements durant cette période, ce qui est assez exceptionnel, et plus aussi en full digital. Alors, vous qui aimez beaucoup le digital, Thierry, vous comprenez que c'est une tendance de fond et vous le dites depuis longtemps. Et effectivement, on a pu vivre en live qu'effectivement, on pouvait travailler totalement de A à Z jusqu'au bouclage, y compris d'opérations d'investissement. Donc ça, on en est très fiers parce que ça a permis de finaliser 2 dossiers qui étaient bien avant, qui étaient en phase finale et sur des valorisations qui n'étaient pas attendues. On n'est pas un acteur qui a couru après les valorisations très clairement. On part toujours du principe chez nous, c'est que la plus-value future, elle est comprise sur 2 choses essentielles, le prix d'entrée et la qualité des dirigeants. Ça, c'est essentiel. Donc, ça a été toujours le leitmotiv qu'on a poursuivi et qu'on continue à poursuivre. Aujourd'hui, les choses commencent à se remettre progressivement dans l'ordre. On le verra dans le slide qui va suivre, pour nous du moins, avec effectivement de nouveau des dossiers qui arrivent, une économie qui se remet progressivement en place. Mais très clairement, on a vécu une période où le temps passé a été plutôt de s'occuper très clairement et de façon encore plus importante que d'habitude des dirigeants et des participations que nous avions en portefeuille pour les accompagner dans cette période complexe avec l'assistance, notamment au-delà de ce que nous faisons d'habitude, de tout ce qui est de les aider à constituer les dossiers pour bénéficier du support que l'État français a mis à leur disposition avec le chômage partiel, avec les prêts garantis et avec les différentes modalités de retard. Donc voilà un peu le panorama pour vous dresser sur comment ça s'est passé et comment ça commence à reprendre, mais on en est au tout début. Merci Eric. Donc Jean-David, même approche. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de 2019 et de ce début 2020? Donc on peut dire qu'on n'a pas été épargné, le private equity non plus. Non, ce qu'on peut dire, bien évidemment, personne n'est épargné par des crises comme ce qu'on est en train de vivre. En revanche, il y a quand même une tendance de fond qui, pour moi, en tout cas depuis 23 ans, est continue, qui est que de plus en plus, que ce soit les investisseurs institutionnels, que ce soit les particuliers, se diversifient de plus en plus sur cette classe d'actifs. Je crois qu'il y a un ras-le-bol global de la volatilité. Je pense que beaucoup d'investisseurs sont extrêmement déçus des sautes d'humeur, entre guillemets, des marchés financiers, qu'ils soient d'ailleurs institutionnels ou particuliers, hein, et que ce besoin de donner du sens à son épargne, de donner du sens à son, entre guillemets, et à planifier ses investissements à moyen long terme en aidant l'économie des PME, c'est vraiment une tendance de fond. Alors, ce n'est pas parce que c'est une tendance de fond qu'il n'y a pas effectivement des périodes d'opportunité. Et c'est vrai que dans nos métiers, en tant qu'investisseurs, les crises sont vraiment des sources d'opportunités. Elles sont des sources d'opportunités parce que d'abord, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, les entreprises qui arrivent à traverser ces crises en sortent souvent grandies et il y a un côté extrêmement darwinien dans nos métiers. C'est-à-dire que celles qui ont du mal à se réinventer meurent et puis celles qui arrivent à passer cette crise-là vont bénéficier, entre guillemets, de l'espace libre qui est laissé par souvent des acteurs plus grands et moins agiles. Donc nous, entre guillemets, en tant qu'investisseurs, et j'aime pas dire ça, mais on est extrêmement attentif à la gestion des cycles, car même si effectivement, tu l'as dit en préambule, il y a moins de corrélation
au marché financier, moi, je reste persuadé qu'il y a quand même des cycles. Dans nos équipes 2018-2019, pour nous, c'était vraiment des hauts de cycle. Et dans notre profession, il y a un indice qui est très bien fait, et d'ailleurs, vous y avez tous accès, hein, qui est l'indice Argos, hein, qui montre un peu les multiples payés par les investisseurs sur les PME et les ETI. En fait, en 2019, il était à son maximum, hein. Il n'avait jamais été aussi haut. Même avant 2008, il n'était pas aussi haut. Avec au Q4 2019 un multiple moyen de 10,3 fois l'EBITDA. Donc, quand on a des indicateurs comme ça, on sait qu'il faut vendre. On sait qu'il faut préparer, entre guillemets, nos portefeuilles à des temps plus difficiles. On sait qu'il faut sécuriser de la trésorerie. On sait qu'il faut aller voir nos actionnaires et nos investisseurs pour lever des fonds. Parce que c'est en levant ces fonds-là qu'on sera bien armé dans la phase de bas de cycle. Donc, on a liquidé, nous, 7 fonds l'année dernière. C'était notre année record en termes de liquidation de fonds, avec des performances correctes. Maintenant, voilà, les équipes sont vraiment au travail pour voir quelles sont les opportunités. Je pense qu'il y aura des opportunités de consolidation sur des secteurs extrêmement touchés par le Covid. Et puis, je pense qu'en revanche, il y aura des opportunités de continuer dans des nouvelles tendances, sur des PME avec des modèles économiques un peu plus, on va dire, innovants et qui vont, entre guillemets, réinventer leurs modèles économiques et ce qui peut se passer dans les années à venir. Alors justement, là, on le voit sur ce slide, donc en matière de perspective. Donc, certes, on ne va pas faire de cynisme, mais il y a des opportunités, effectivement, dans une crise. Il y a aussi des gens qui peuvent s'en sortir peut-être plus rapidement. C'est un effet accélérateur, incontestablement. Et là, on voit donc à la fois le potentiel loser et le potentiel winner. Donc, quelques explications là-dessus, Jean-David? Ouais, en fait, je pense qu'il y a deux critères hein, pour bien passer les crises. C'est bien évidemment la trésorerie. C'est-à-dire que c'est évident, mais toutes les entreprises qui ont aujourd'hui de la trésorerie et des monnaies économiques, entre guillemets, variables, c'est-à-dire qui n'ont pas trop de coûts fixes, sont beaucoup mieux armées pour résister à ces crises. Et puis, deuxièmement, cette crise du Covid qui était franchement inattendue, imprévisible, et à part Bill Gates, je pense qu'il y avait quand même peu d'acteurs qui l'attendaient, hein. Elle fait vraiment des victimes dans certains secteurs. Il y a des secteurs comme le tourisme qui sont extraordinairement touchés aujourd'hui, comme l'aviation, hein, on parle aux États-Unis d'une compagnie aérienne majeure qui va faire faillite. L'automobile aujourd'hui, qui pense à acheter une voiture aujourd'hui? Donc, forcément, ce sont des secteurs qui souffrent énormément. Et on sait que dans ces phases-là, dans des secteurs qui souffrent, il y a de la consolidation, il y a de la sélection naturelle. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ce qui peut se passer dans ces secteurs. Et en revanche, il y a d'autres secteurs qui bénéficient de cette crise. Nous, on a une de nos sociétés dans le portefeuille qui est une société qui est spécialisée dans la vente d'outils pour la pêche et la chasse, qui a plus 48% par rapport à l'année dernière. Donc, pour vous donner un peu, donc nous, on était très surpris, hein, mais Nature Abeille aujourd'hui est une société qui bénéficie paradoxalement de cette crise. Et il y en a beaucoup d'autres dans le milieu de la santé. Dans le milieu de la santé, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse brillante qui travaille pour un grand fonds de LBO sur une très belle société de santé. Et aujourd'hui, effectivement, la douleur, ça fait mal. Et donc, c'est des sociétés qui ont besoin, en tout cas, les hôpitaux ont besoin de médicaments pour que les gens aient moins mal, notamment dans les phases d'intubation. Donc, typiquement, on a beaucoup de sociétés dans la santé, dans l'alimentaire, dans tout ce qui est l'hygiène, qui bénéficient énormément de ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense que le graphique d'ailleurs qui est là est intéressant, hein, parce que ça donne un peu une grille de lecture des secteurs les plus touchés à gauche et les moins touchés à droite. Mais je crois qu'il y a un dernier point qui est important, c'est que quand vous avez un entrepreneur à la tête de ces entreprises, qui a mis toute sa vie, toute son énergie pour que cette entreprise passe justement ces crises, en fait, c'est souvent lui qui est le meilleur protecteur de nos intérêts. C'est-à-dire que comme il a la majorité souvent, ou même une grosse minorité dans le capital de ces entreprises, il va se battre avec l'énergie du désespoir et de l'espoir pour passer cette crise de la meilleure des manières et aussi pour, entre guillemets, profiter de la situation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le groupe Pinault comme investisseur en 2008 dans mon capital. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, François Pinault et ses équipes ont
fait preuve d'extraordinairement d'agilité et de détermination pour passer la crise. Et je pense que dans nos portefeuilles, on est en train de vivre exactement la même chose. Et franchement, c'est beau à voir. C'est-à-dire que cette phase-là, elle nous rapproche énormément de nos entrepreneurs. Elle nous donne l'occasion aussi de leur parler très fréquemment. Et c'est beau de voir l'énergie qui est développée par ces êtres humains pour passer cette crise-là. Ce qui est beau à voir aussi, c'est l'enthousiasme dont vous faites preuve tous en termes d'accompagnement donc, de ces entreprises et de ces histoires entrepreneuriales que vous nous contez. Eric, si on se projette désormais, donc, quels seront les impacts, j'imagine plutôt positifs, parce qu'on est toujours enthousiaste, suite à cette crise donc, complexe, mais en tout cas qui nous rend plus forts probablement. Oui, je pense, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, évidemment, la crise qu'on vit aujourd'hui a entraîné une baisse généralisée de l'activité chez toutes les entreprises à des degrés divers en fonction du métier qu'elles exercent. Hein. Toute activité B2C est extrêmement pénalisée. Hôtellerie, loisirs, tourisme, restauration, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup souffert. L'élément clé dans la vie d'une entreprise, quel que soit le moment, mais là encore plus, c'est évidemment d'avoir une structure financière saine et solide et de ne pas avoir un levier financier trop important dans son bilan, parce que sinon, elle ne pourra pas assurer le futur d'une façon sereine et risque de péril. Et donc, dans tout cela, on a une période où les nouveaux investissements, par faute de dossiers présentés, comme je le soulignais tout à l'heure, ont ralenti, évidemment, même si nous avons réussi à en faire deux durant cette période. Et on aura un retour progressif qui va se mettre en place, tout bêtement parce que l'économie va redémarrer, c'est normal, avec, en parallèle à cela, si on regarde, le plan de soutien qui a été mis en place a permis quand même à des entreprises d'absorber ce choc, et leur permet encore d'absorber ce choc en évitant les dégâts maximum. Et puis on aura, et on en parle de plus en plus, des plans de relance à l'échelle de l'ensemble des pays, au niveau européen en particulier, au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau de l'Asie. Tout le monde est en train de préparer son plan de soutien à l'économie en général, dont les entreprises vont bénéficier. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre effectivement, après cette secousse, et où on aura des valorisations qui vont avoir été corrigées, et qui laissera donc des opportunités de qualité à saisir, on aura une reprise progressive des dossiers et effectivement, l'épargne des ménages institutionnels pourra saisir ces opportunités si ces investisseurs viennent. Et ça, c'est aussi un des rôles des conseillers en gestion de patrimoine, c'est d'orienter l'épargne de leur clientèle vers des investissements qui sont des investissements dynamiques et créateurs de richesse, mais qui sont aussi des investissements qu'il faut prendre en considération en se disant la vie d'une entreprise n'est pas le même que le rythme de la bourse. La bourse bouge dans tous les sens. La vie d'une entreprise, sa valeur réelle ne change pas tous les jours. Ce n'est pas parce que vous allez publier un chiffre d'affaires en baisse de 3% que vous allez mourir. Or, parfois, on voit sur le marché financier une publication qui n'est pas particulièrement grave et le titre va baisser de 15%. C'est quoi la justification? Il faut regarder le long terme et c'est pour ça que le private equity, dans sa construction et dans ce qu'il représente, est un investissement qui correspond tout à fait aux produits de long terme, l'assurance vie en particulier, les plans d'épargne retraite également. On va y revenir. Merci beaucoup, Eric. Stanislas, donc quelques points également sur les perspectives auxquelles on peut s'attendre et comment vous anticipez finalement l'évolution de ce marché et comment vous allez l'accompagner. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour investir dans un fonds de private equity, pour plusieurs raisons. D'abord, on va rentrer, les valorisations la crise va corriger les valorisations, donc les multiples d'acquisition de nos fonds vont baisser, donc ça offrira pour les nouveaux investisseurs des points d'entrée bas en matière de valorisation. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, comme on a déjà parlé, comme dans toutes les crises, les consolidations sectorielles devraient s'accélérer. Quand une entreprise doit en acheter une autre, elle a besoin de se financer en fonds propres. Donc ça va accroître la demande en financement de consolidation et ça va accroître la demande en fonds de private equity.
Et c'est souvent aussi les entreprises qui sont financées par des fonds de private equity qui bénéficient le mieux de ces situations, notamment dans la consolidation sectorielle. Troisième chose, ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt. Elles se financent avec des PGE, hein, des prêts garantis par l'État. Donc, elles vont sortir de la crise avec des niveaux de dette très élevés et donc des fonds propres très bas par rapport à donc des bilans déséquilibrés. Donc, elles vont devoir renforcer leurs fonds propres. Et notamment dans un contexte de valorisation qui sera favorable aux investisseurs, ce que je viens d'expliquer. Eh bien, pour les fonds de private equity comme les nôtres, on va avoir une demande d'investissement qui va s'accroître fortement. C'est ce qu'on a constaté dans les crises précédentes. Hein, notamment, certaines sociétés familiales ou entrepreneuriales qui étaient jusqu'à présent complètement hermétiques aux fonds de private equity devront et seront forcés en fait d'ouvrir leur capital. Et ils choisiront des structures d'investissement comme les nôtres, qui sont des structures d'investissement actives et respectueuses de leur indépendance. Donc, nous, on est extrêmement optimiste sur notre industrie, sur l'industrie private equity, parce que on va avoir, à la fois, c'est un très bon moment pour y investir, donc on va avoir des flux de capitaux importants, des investisseurs dans nos fonds, parce qu'ils vont aller chercher du retour. Et historiquement, les millésimes de crise ou de sortie de crise sont les meilleurs et les plus performants de l'industrie private equity. Hein. On peut le regarder sur toutes les séquences depuis la crise de 2001, la crise de 2007-2008 et toutes les crises ont permis en fait aux fonds private equity d'avoir des surperformances en sortie de crise. On va avoir afflux d'argent dans nos fonds et on va avoir aussi afflux de demandes d'entreprises pour se financer. Donc, on aura à la fois une croissance de l'offre et la demande. Et donc, c'est un très, très bon moment d'investir dans nos fonds qui sont des fonds en fait, de soutien de l'économie réelle. Et aujourd'hui, l'économie réelle, on le constate tous les jours, a besoin de nos fonds. Voilà. C'est un très bon moment. Thierry? Un problème de son, on t'entend pas? Pardon, j'avais Oui, coupé mon micro, excusez-moi, c'est voilà, les aléas du direct. Donc, Stanislas, est-ce J'étais qu'on vous a très inquiet. récupéré? Stanislas? oui, oui, je suis là, je Ouais, suis bon là. bah voilà, bon Oui, je on suis va là, vous continuer. m'entendez? Alors on va revenir sur donc je voulais enchaîner avec avec le process puisque donc vous nous aviez dit effectivement tous les bienfaits donc des perspectives et les moments opportuns. Donc comment procédez-vous justement pour saisir ces opportunités et accompagner ces perspectives-là? Alors, le processus d'investissement d'une société de private equity, c'est d'abord, on passe beaucoup de temps à faire de l'origination, c'est-à-dire à chercher des investissements. Pour ça, on anime des réseaux d'apporteurs d'affaires. Nous, on en a à peu près 1500 avec qui sur tout le territoire et qui nous apportent quotidiennement des opportunités d'investissement. C'est des banquiers d'affaires, c'est des gérants de patrimoine, c'est des avocats. On bénéficie aussi des réseaux d'affaires du groupe Amundi. Hein, c'est-à-dire qu'Amundi est un gérant d'actifs de plusieurs banques, hein, le Crédit Agricole, la LCL, la Société Générale, le Crédit Nord en France, Unicredit en Italie et en Allemagne. Et ces banques, qui sont nos partenaires, nous apportent un deal flow propriétaire et qui nous permet d'avoir accès à un nombre très important d'opportunités d'investissement. Après, on fait aussi du marketing direct, c'est-à-dire qu'on identifie des cibles d'investissement qui sont des champions cachés de l'industrie, des entreprises familiales ou patrimoniales qu'on va approcher directement.
Voilà. Après, on a des processus de sélection qui sont exigeants et qui s'appuient sur notre analyse à la fois financière et extra-financière. Nous investissons dans des entreprises qui sont des entreprises indépendantes, en croissance et qui bénéficient de au moins une des 5 mégatendances. Les 5 mégatendances sont la technologie, l'environnement, la globalisation, les changements sociétaux et la démographie. Ces mégatendances agissent comme des forces très importantes sur l'économie et le monde et sont en train de le bouleverser, et ce qui crée des opportunités dont certaines entreprises savent profiter. Donc, c'est notre focus d'investissement et sur tous nos fonds, n'investissent que des entreprises qui bénéficient de ces tendances. On rentre sur des entreprises qui ont des projets de croissance organiques ou externes cohérents, avec, on l'a déjà dit, des équipes de dirigeants de très bonne qualité et des historiques de rentabilité et des fondamentaux financiers très solides. Notre stratégie, elle est assez différenciée. Je pense qu'on a des stratégies assez proches avec nos amis de Nexted et Isatis. On fait beaucoup d'investissements minoritaires actifs, essentiellement, en tout cas pour nous. On joue un rôle important à la gouvernance des entreprises, on en a déjà parlé. On investit des montants entre 10 et 50 millions par entreprise et par transaction. Et on fait bénéficier nos entreprises de la puissance d'Amundi, puissance financière d'Amundi, des réseaux d'affaires d'Amundi et du fait qu'on est présent dans le monde entier, donc on aide les entreprises à s'internationaliser. Notre différenciation, elle vient du fait qu'on est des actionnaires minoritaires actifs dans des entreprises qui bénéficient d'une des 5 mégatendances. Voilà pour notre process et notre stratégie. On va y revenir. Merci beaucoup Stanislas sur la notion de mégatendance qui est le nom également du fonds. Eric, même question concernant donc votre spécificité ou la différenciation peut-être en matière de sélection pour cet accompagnement auprès des entreprises qui vous sont si chères. Nous, on est un acteur purement français, savoir que nous n'investissons que dans des PME françaises. Pour une raison très simple, c'est qu'on considère que si on parle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Hollande, il y a des PME évidemment là-bas, mais si on n'a pas une équipe locale, c'est compliqué d'aller étudier les dossiers et c'est compliqué d'accompagner les dirigeants, notamment de ces entreprises, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des barrières linguistiques, même si on parle très bien anglais, c'est mieux de parler allemand avec un allemand, italien avec un italien. Deuxième chose, il y a des réglementations qui ne sont pas les mêmes, il y a des aspects fiscaux, des aspects juridiques. Donc tout ça fait qu'on se concentre sur ce que nous avons en tant que marché local, à savoir les 140 000 PME françaises qui sont à disposition et qui composent le tissu de ces PME dans notre pays. Nous, on investit uniquement en capital développement et en transmission. Donc, on ne va pas faire d'amorçage, on ne va pas faire de capital risque. On intervient au stade le moins risqué des entreprises, on va dire. Et on est là pour accompagner ces PME matures qui sont en croissance, qui sont toujours rentables. On n'ira pas investir dans une entreprise qui n'est pas rentable pour des questions de maîtrise du risque. Et on ira aussi aller chercher des entreprises qui sont innovantes. L'innovation est un élément majeur dans le domaine des entreprises et des PME en particulier, parce que si vous n'innovez pas, au mieux vous stagnez et souvent vous reculez. Vos compétiteurs, eux, avancent. Et si vous n'avez pas l'élément qui fait que vous allez être un peu en avance sur eux, ben vous serez amené à possiblement disparaître. Eric, quel est le sourcing justement pour avoir accès à ces parmi ces 140 000 entreprises, on a bien compris. Donc, comment vous organisez ce sourcing pour trouver les pépites, pour en faire ensuite une pépinière, comme vous le titrez? Tout à fait. Alors, nous, on a également un réseau d'intermédiaires. Il faut comprendre que dans notre métier, il y a effectivement une partie de dossiers qui peuvent nous arriver par notre réseau, par les annuaires d'école, par d'anciens dirigeants que nous avons financés ou des dirigeants que nous finançons toujours et que nous accompagnons toujours, mais ce n'est pas l'essentiel. Le gros du marché aujourd'hui est l'intermédiation. Il y a de très nombreux intermédiaires qui sont des petites banques d'affaires, des conseillers indépendants qui vont nous remonter des dossiers que des sociétés travaillent avec eux, de manière à venir voir des fonds et à leur demander
de financer un plan de développement, une acquisition ou que sais-je. À partir de là, ce qui est important, c'est de bien être connu de ces intermédiaires et surtout de leur bien avoir fait comprendre quelles étaient vos spécificités en matière de typologie d'entreprise dans lesquelles vous souhaitiez investir. Nous, on n'est pas un acteur généraliste, on parle de 140 000 entreprises et au final, quand on fait passer notre premier filtre, je veux dire, on descend à 3 400 entreprises éligibles. Si je prends 140 000 PME, que je veux des sociétés qui soient en croissance, qui soient rentables, qui soient innovantes, les filtres successifs me réduisent à 3 400 entreprises. Derrière, je ne suis pas un généraliste. Chez Visatis, on est une équipe qui regardons, et on n'est pas des super spécialistes. Donc, on va se concentrer sur certains segments d'activité. Je parle plus de segments que de secteurs. Et on aura 4 grands segments privilégiés. Ça va être tout ce qui est informatique, digital et logiciel, qui est le gros de nos investissements, accompagné à côté du service aux entreprises, donc tout ce qui est consulting, conseil en stratégie, conseil en organisation, conseil en transformation, qui sont très corrélés avec le premier secteur que j'évoquais. Tout ce qui va être industrie de niche, à très forte valeur ajoutée, à très forte technologie. On est un peuple d'ingénieurs en France, hein. On vient nous les prendre du reste à l'international, et on a de très très jolies PME industrielles. Et enfin, on est dans le domaine de la santé. Alors évidemment, comme on n'est pas dans le domaine du capital risque, on ne va pas investir dans des biotech, mais on va être sur tout ce qui est matériel médical, sur tout ce qui est nutrition, service à la personne. Donc, à partir du moment où vous avez qualifié votre univers, que vos intermédiaires le savent, il faut vous remonter ces dossiers. On reçoit à peu près 350 à 380 dossiers par an que nous étudions. Et grosso modo, le taux de sélectivité fait qu'on investit autour de 3% des dossiers sélectionnés. Un peu le marché en général qui travaille de cette façon. Donc, marché principalement essentiellement intermédiaire, 80%, 90% du marché est intermédiaire. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, quand il va rencontrer une société de private equity, il va trouver les gens sympathiques, on va bien discuter, on va créer une certaine forme d'empathie, mais au final, il va se dire, je vais aller voir un autre acteur, je vais en voir d'autres, ce qui est normal. Donc, même un dossier que vous pouvez avoir en propriété risque et a de très grandes chances de devenir un dossier intermédiaire. Parce que la nature même des choses fait que vous vous mettez en concurrence, c'est logique. Donc, à partir de là, on fait ce travail de façon systématique et pour répondre très clairement, oui, c'est un marché qui est très, très majoritairement intermédiaire. Derrière ça, ce qu'on va chercher, c'est qu'on ne va pas aller chercher des entreprises que moi je qualifie de dynastiques pour une raison très importante. Ce n'est pas que ce ne soit pas de très jolies sociétés, mais ce sont des sociétés où les familles, ça fait 4 générations, 5 générations que la société se transmet de père en fille ou de père en fils. Et derrière cela, nous, on veut avoir un rôle de vrai accompagnateur. Donc, on est toujours présent au bord des sociétés que nous accompagnons. Et là, si vous êtes un acteur qui, au-delà de l'argent demandé aux dirigeants, on veut vous aider à mieux structurer votre entreprise, on veut vous aider à vous préparer à devenir une ETI. On dit de reste que notre slogan est pépiniériste à ETI. Ça nécessite une vraie transformation. Je ne peux pas passer du stade où je réalise 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à 100 millions avec la même organisation. Je suis obligé de passer par la mise en place de strates vers qui je vais déléguer des fonctions. L'une des toutes premières, c'est notamment la fonction de directeur financier. Il n'y a quasiment jamais de direction financière dans une PME. Il y a un responsable administratif et financier, mais il n'y a pas de directeur financier. Et si vous voulez accélérer votre croissance et aller encore plus loin, vous avez obligation d'avoir un suivi de votre budget, de votre trésorerie extrêmement fin. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on évoque avec les dirigeants en préalable à l'investissement. Il faut être très clair, c'est pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps entre le moment où on commence à avancer et le moment où on finalise et où on investit, parce qu'au-delà de tout ça, je vois qu'il faut que j'accélère, au-delà de tout ça, il y a effectivement cet accompagnement qui fera que l'opération sera une réussite. Ok, merci beaucoup Eric. Jean-David, oui, parce que c'est passionnant, mais il faut qu'on accélère. Jean-David, donc quelques éléments justement sur le process et on enchaînera d'ailleurs tout de suite après sur les solutions, parce qu'il faut bien qu'on arrive à concrètement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Jean-David, merci.
Je pense que mes confrères ont très bien défloré le sujet. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que si tu demandes à un conseiller en gestion de patrimoine comment est-ce qu'il trouve, entre guillemets, ses clients, il va te dire bah, la première chose, c'est la recommandation. C'est des conseils que j'ai pu donner à un bon client. Il en a été content et du coup, il en a parlé à ses amis et ses amis viennent me voir naturellement. Et je crois que dans notre métier, une des clés, si on veut éviter justement de passer par les intermédiaires, c'est de rendre les bons conseils, de faire le travail d'accompagnement auprès de nos entrepreneurs et de créer finalement un écosystème extrêmement vertueux autour de toi. Et nous, c'est la chance c'est ce qu'on a fait, hein, parce qu'on n'avait pas la puissance des réseaux bancaires à l'époque pour nous aider. Donc, on s'est appuyé avant tout sur nos écosystèmes propres. On a créé des réseaux d'entrepreneurs. Hein, ça fait 135 entrepreneurs qu'on a accompagnés depuis 2002. Et on les a incités à nous présenter des amis entrepreneurs pour notre développement. Et je pense que c'est extrêmement vertueux parce que d'abord, ça crée un club. Et les clubs, c'est toujours sympa. C'est sympa de se retrouver. Donc, 3 fois ou 4 fois par an, on se retrouve tous ensemble sur des thématiques. On échange, on apprend les uns des autres, on s'aide. Et c'est cette notion de club qu'on a vraiment envie de continuer à faire grandir et d'écosystème qu'on avait envie de faire grandir. Et la clé de tout ça, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que pour un entrepreneur que de faire entrer un investisseur qui va lui prendre une partie de son capital et qui ne va rien lui donner en échange. Parce que ce que cherche l'entrepreneur, c'est vraiment un échange, c'est de grandir, de résoudre les problèmes que lui-même n'arrive pas à résoudre. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur, c'est de bien comprendre quels sont justement ces problèmes, quelles sont les choses qu'il n'arrive pas à faire par lui-même et les aider à les accomplir. Et donc, c'est vrai que nous, il y a 5 points sur lesquels, enfin 5 axes de travail sur lesquels on travaille avec nos entrepreneurs, qui sont bien évidemment les acquisitions. Hein. C'est très stressant de faire une acquisition quand on n'a jamais fait. Hein. Donc, nous, on a fait plus de 300, on a fait moins que Stanislas, mais en tout cas, on a eu déjà pas mal de problèmes à résoudre dans ces acquisitions. 2, il y a beaucoup de fonds qui n'aiment pas prendre le risque international parce que c'est très compliqué de réussir à s'implanter aux États-Unis. C'est très compliqué de réussir à s'implanter en Chine. C'est horriblement compliqué de réussir à s'implanter en Inde. Et donc, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a déjà des entrepreneurs qu'on a aidés dans cette phase-là et qui ont réussi entre guillemets, ces challenges. Donc, c'est très inspirant pour les autres. Il y a un énorme travail aussi sur l'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment depuis 25 ans sur des modèles économiques qui sont perpétuellement en train de se changer, d'évoluer avec la pression des Google, Facebook, Amazon, qui sont énormes sur les différents secteurs et les différentes industries. Et donc, de forcer tes entrepreneurs à réfléchir à tout ça, à trouver des pépites qu'ils peuvent racheter pour être plus innovants, c'est essentiel. Je pense qu'il y a beaucoup aussi, on bénéficie d'une chance extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de cadres très bien formés qui se mettent dans les grands groupes. Et quand tu arrives à les shipper et à les infuser dans tes PME, tu crées de la valeur parce qu'en fait, ils sont structurants pour ces PME. Et donc ça, c'est vrai que d'aller chercher ces cadres-là, les infuser, c'est vraiment créateur de valeur. Et puis évidemment, se rassembler, connecter les réseaux, c'est des choses qu'on aime beaucoup faire dans nos clubs et qui créent de la valeur. Voilà. Donc tout ça, ça nous amène à une solution qui s'appelle Next Stage Croissance. Donc quelques mots pour illustrer finalement tout ce qui vient d'être dit, tout ce process nous amène naturellement à cette solution. Donc quelques mots, s'il vous plaît, Jean-David. En fait, Next Stage Croissance est né de 2 frustrations. La première frustration, c'est que tout le monde me disait depuis 15 ans, nous disait Jean-David, tu n'as rien compris, vous n'avez rien compris. Ce qu'aiment les Français, c'est l'assurance vie et l'immobilier. Alors, l'immobilier, on ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'on n'est pas dans ces secteurs-là. En revanche, on a réfléchi et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en France de private equity, de capital investissement dans l'assurance vie? Donc là, on a été obligé d'innover. On s'est appliqué les recettes qu'on essaye de donner à nos entrepreneurs, à nous-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'en 2015, on a été les premiers avec Ardian à lancer une UC éligible à l'assurance vie en France. La deuxième frustration, c'était que dans certains cas, et Stanislas l'a très bien dit tout à l'heure, hein, on est des acteurs de moyen long terme, on aime bien accompagner nos PME, mais dans certains cas, parce qu'on gérait des fonds traditionnels, on devait vendre des pépites. Et il n'y a rien de plus frustrant que pour un investisseur de casser finalement un mariage qui marche bien.
Parce que vendre une pépite, c'est une relation qui est forte avec un entrepreneur et un investisseur, qui marche bien, qui crée de la valeur. Et parce que ton fonds a une durée de vie limitée, tu es obligé juridiquement de vendre ça. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit comment créer un véhicule éligible à l'assurance vie et qui puisse choisir ou pas de continuer la vie qu'il a avec ses PME, ses entrepreneurs. Et donc, c'est comme ça qu'est né NextEdge Croissance. NextEdge Croissance, c'est donc un véhicule de long terme qui a une durée de vie de 80. Alors maintenant, il ne lui reste plus que 96 ans, mais normalement, ça devrait être suffisant. Qui permet donc pour quand tu es un entrepreneur jeune, de venir dans le portefeuille parce que tu ne te dis pas dans 5 ans, mon fonds va me vendre. Tu te dis, voilà, je suis jeune, mais il peut décider de m'accompagner sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et nous, on a signé des pactes d'actionnaires sur 15 ans. Donc, c'est hyper inspirant. Et puis, quand tu es un groupe familial, tu n'as pas forcément, et que ça fait 4 générations, 5 générations que le groupe se développe, tu n'as pas forcément envie de le vendre. Donc, tu peux te dire, moi, je veux assurer la transmission familiale. Donc, NextEdge Croissance permet ça. NextEdge Croissance permet aussi et a déjà réalisé 19 investissements depuis sa constitution sur des PME de belle taille, puisque le chiffre d'affaires moyen, c'est 67,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 16%, avec des PME qui sont donc rentables, donc on n'est pas en capital risque, on est vraiment en capital développement, puisque le taux moyen de résultat d'excédent brut d'exploitation, c'est 9,6 millions d'euros, et qu'on a payé un prix raisonnable, malgré un contexte depuis 3 ans, où, comme je l'avais dit tout à l'heure, on était quand même en haut de cycle. Parce qu'en moyenne, on a payé 8,1 fois notre portefeuille, ce qui est un prix tout à fait raisonnable et qui est environ 20% en dessous du marché. Voilà. Donc on a un véhicule qui existe, qui est éligible à l'assurance vie et à l'épargne retraite, parce que je sais que c'était un des choix et un des soutiens du groupe AGAS de se dire, tiens, c'est un super véhicule pour l'épargne retraite et qui est déjà ce que j'appelle en secondaire permanent, c'est-à-dire que les clients peuvent rentrer quand ils veulent, à tout moment, et ils n'ont pas à payer quelque part la courbangie, la fameuse courbangie de Private Equity. Très bien, merci de ces explications, Jean-David. On accueille désormais Mathieu Lambert, qui est le directeur de la clientèle professionnelle chez Isatis, pour nous parler là aussi d'un véhicule spécifique dédié donc à l'assurance vie. D'ailleurs, son nom l'embarque, FCPR, Isatis Capital Vie et Retraite. On ne peut pas faire plus adapté. Donc, quelques mots, Mathieu, s'il vous plaît, sur ce véhicule qui est un FCPR. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors, effectivement, côté Isatis, on a voulu nous aussi vous parler d'innovation. C'est vrai qu'Éric l'évoquait tout à l'heure, dans notre stratégie, on demande, on pousse nos entrepreneurs à innover et quelque part, on a voulu s'appliquer aussi à nous je dirais, cette posture en créant un véhicule qui a, je dirais, un objectif, c'est d'enrichir les possibilités d'investissement proposés au sein des contrats d'assurance vie, des contrats de capitalisation et du nouveau PER. J'insiste sur la notion de PER, moi aussi, au même titre que vous Thierry, je suis assez convaincu. Et les premiers chiffres semblent indiquer, les premiers chiffres de commercialisation du PER semblent indiquer qu'on est face vraiment au troisième pilier de l'épargne assurantielle qui est en train de se créer avec ce fameux PER, avec une duration de portage qui reste évidemment encore plus favorable et qui matchera encore mieux avec notre classe d'actifs. Donc, ce fonds, qui effectivement s'appelle Isatis Capital Vie et Retraite, a été créé sous un format qui nous semblait pertinent, le format FCPR. C'est donc un fonds qui est agréé à l'AMF, qui fait appel public à l'épargne, comme la réglementation veut qu'on l'indique, qui est innovant, comme je l'évoquais, à la fois dans sa composition, mais également dans sa destination. Donc, il est innovant dans sa destination et comme Thierry vous l'avez dit, son nom le prédestine, il est relativement fléché puisque ce fonds-là, il n'est pas commercialisé en dehors des enveloppes d'assurance vie, des contrats de capital, des PER. C'est vraiment une posture volontaire de notre part de faire de ce fonds une unité de compte qui va donc grandir le rang des possibilités offertes dans ces enveloppes. L'innovation dans la composition également, et c'était un élément important, avec une allocation et un fonctionnement de fonds qui repose sur 4 grands critères que je vais évoquer. Et ça nous semblait important de réunir ces 4 grands critères pour épouser les enveloppes à laquelle on souhaitait destiner ce fonds-là. Les 4 grands critères, quels sont-ils? C'est ceux que vous voyez affichés à l'écran. Déjà, la notion d'ouverture.
Ça, c'est le premier point sur lequel on a travaillé, et ça a été décrit par Nextage précédemment. Donc, on a voulu vraiment faciliter la préconisation de cette solution avec un caractère perpétuel, basé sur une durée de vie de 99 ans initialement. Le fonds a été créé le 31 mai 2017, et une valeur liquidative bimensuelle qui permet à vous, CGP, dans votre devoir de conseil, de préconiser la solution sans forcément avoir à subir un rythme de commercialisation imposé par un closing ou que sais-je autour du fonctionnement du fonds. Le deuxième critère, c'est évidemment l'accessibilité. Donc, ce fonds, il est accessible aux personnes physiques et aux personnes morales dans les enveloppes d'assurance. Et ça, c'était aussi un point important parce que il était évidemment important pour nous, si on veut parler de démocratisation de cette classe d'actifs dans les véhicules d'épargne, de ne pas, nous, au moins en tant que fonds, poser des barrières à ce titre-là. Donc, la notion d'accessibilité était un point très important. La liquidité, qui est vraiment fort. Là, je fais également le parallèle avec l'offre de retraite. Le toilettage récent qu'a connu l'ancien PERP et l'ensemble de l'offre du reste de retraite était appuyé sur cette notion de liquidité. Le fait que le PERP initialement lancé ne permettait pas à l'épargnant de disposer de son épargne in fine en l'embarquant vers une sortie par tunnel en rente, on a vu le résultat, n'a pas embarqué l'épargnant à souscrire massivement. Tout ça ayant été débloqué avec l'avènement du PER, on voit bien le succès. Il y a vraiment une notion de liquidité qui est importante. Il y a aussi un point important vis-à-vis de la classe d'actifs de prêt equity quand on propose une solution liquide, c'est que usuellement, lorsque vous investissiez dans un fonds de prêt equity, que vous soyez du reste institutionnel ou client privé, quelque part, vous étiez pieds et poings liés avec la société de gestion. Vous aviez une phase d'investissement, de souscription, d'investissement, de désinvestissement, sans possibilité de disposer de votre épargne. Et ça, dans la manière d'appréhender son épargne, c'est important d'avoir le choix. Et donc, ce choix, on le propose avec ce véhicule. Puis enfin, évidemment, la performance. Le fonds s'appuie sur un triple moteur de performance avec des enveloppes, je dirais, des moteurs qui sont distincts à la fois dans leur comportement et dans leur apport en valeur ajoutée. Cette performance, c'était évidemment important d'y travailler parce que si on facilitait l'accès et qu'on cochait toutes les cases pour que l'assureur puisse le loger dans sa bassine d'actifs éligibles, mais que derrière, on ne délivrait rien en termes de performance, c'est vrai qu'on ne ferait pas lever les foules. Donc, à ce titre-là, alors l'idée, c'est absolument pas de vous vendre de la performance à date. Surtout, ce qui est important pour nous, face à ce fonds qui va fêter ses 3 ans, donc dans 15 jours, c'est de valider le caractère décorrélant des marchés cotés que l'on a proposé. Et un chiffre qui n'est pas sur le slide, puisque vous pouvez constater les chiffres par vous-même, la volatilité du FCPR Isatis Capital Billet Retraite sur ces 3 années est inférieure à 5%. Quand on sait ce qui s'est passé notamment en 2018 sur les small and mid et puis maintenant en 2020, donc ça inclut 2020 dans ce que j'évoque évidemment, d'avoir moins de 5% de volatilité, c'est quelque chose de vraiment satisfaisant pour un investisseur. Merci Mathieu de ces précisions. On va accélérer un peu, mais là aussi, revenons avec Stanislas donc, sur le véhicule qui embarque en quelque sorte tout ce qui a été dit précédemment, qui lui aussi, donc, dans son nom, dit véritablement sa vocation. Donc, méga tendance, vous nous avez déjà décrit donc, ces 5 méga tendances. Donc, l'illustration au travers de ce véhicule Private Equity méga tendance AV2, parce que c'est la 2e génération. Oui, en 2 mots, on a lancé un premier programme méga tendance il y a 4 ans maintenant, qui a levé 320 millions d'euros, qui a eu un grand succès, à la fois commercial, mais aussi d'investissement et de performance. C'est pour ça qu'on lance le programme méga tendance 2. On commence d'abord par créer un fonds institutionnel et on crée à la demande de nos clients institutionnels et puis on le décline pour nos clients particuliers. Donc, ce programme sera sera accessible à tout le monde, et toutes les catégories de clients, que ça soit en UC d'assurance vie, c'est le cas du FCPR méga tendance AV2, il sera accessible aussi via des PER, via du PEA-PME, via des comptes titres directs. Et on a 3 catégories on aura 3 fonds, un FCPR qui collecte l'argent upfront, c'est-à-dire au début,
un FCPR qui collecte de l'argent au fur et à mesure qu'on investit, et un ou deux FPCI pour des clients institutionnels ou pour des clients qui mettent des tickets supérieurs à 100 000 euros. Voilà. L'idée de ce fonds Mégatendance 2, on vise 500 millions de collectes. C'est comme le premier, capital développement et transmission dans les PME ETI européennes qui bénéficient de Mégatendance. On investit bien entendu en France, mais aussi en Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas et Belgique, dans les pays donc euro et voisins. On vise des tickets entre 10 et 50 et on vise en moyenne faire une vingtaine de participations sur ce programme, comme sur le programme 1 d'ailleurs, ce qu'on a réalisé. Et on vise des TRI par opération, compris entre 16 et 20%. Alors justement, autour de ce véhicule, donc Mégatendance 2, quelle pourrait être sa place et comment pourrait-on illustrer donc l'utilisation, l'exploitation de ce fonds dans une allocation, alors que je qualifierais plutôt d'allocation patrimoniale plutôt qu'une allocation d'actifs, pour prendre un peu de distance par rapport au seul aspect financier. Donc raisonnons plus largement, c'est quoi sa place? Sa place quoi. L'intérêt de private equity, c'est la performance, la faible volatilité. La contrainte du private equity, c'est qu'il faut garder, c'est l'absence de liquidité à moyen terme. C'est-à-dire que c'est un investissement qui vise une performance, une faible liquidité, mais qui nécessite de rester suffisamment de temps. Hein, c'est une dizaine d'années. Voilà. Donc, on vise des clients qui ont du patrimoine et qui n'ont pas besoin de cet argent, qui veulent placer de l'argent avec une très bonne performance, finalement un faible risque, mais une liquidité à 10 ans. Sa place, elle est dans tous les fonds, elle est dans tous les fonds pour les PER, elle est dans le PEA-PME, elle est dans toutes les enveloppes qui existent, dans les UC d'assurance vie, elle est dans toutes les enveloppes de l'investissement qui peuvent exister, même dans les comptes titres directs. Et nous avons l'impression, en tout cas, enfin nous en tant qu'exploitants, si j'ose dire, ou metteurs en scène en quelque sorte de ces différents fonds, que grâce notamment au PER, premièrement, deuxièmement, alors je dirais pas grâce, mais à cause de la crise, la réflexion se porte différemment avec justement ces horizons de long terme qui sont bien admis comme étant l'élément clé ou le catalyseur pour obtenir cette performance sur la durée, comme vous le citiez très, très justement. Stanislas, juste pour terminer, si on devait retenir 3 arguments force de Mégatendance 2. C'est ce positionnement sur les mégatendances qui sont qui permettent un filtre très efficace des entreprises dans lesquelles on investit. On l'a constaté dans cette crise où nos portefeuilles passent très bien la crise. C'est une équipe d'investissement très solide, très expérimentée, qui a un track record avec un niveau de perte très faible. Donc, on est des investisseurs de private equity prudents, facteur différenciant si fort. Et la troisième chose, c'est qu'on est dans une grande maison de gestion avec une proposition, donc avec des processus d'investissement contrôlés, très professionnels et un accès à un univers d'investissement et une proposition de valeur inégalée, notamment pour les entreprises dans lesquelles on investit. La proposition de valeur est très solide, hein, où on apporte dans les entreprises la puissance financière d'Amundi, du groupe Crédit Agricole, la capacité à internationaliser les business dans le monde entier et des réseaux d'affaires très importants, des réseaux d'affaires d'un des premiers investisseurs financiers européens. Même approche pour Isatis, s'il vous plaît, Mathieu. Donc, quelle place ça prend dans une allocation patrimoniale et quels seraient les arguments force si on se limite à 3, mais il y en a sûrement beaucoup plus, mais si on se limite à 3, quels seraient les arguments force à retenir absolument? Oui, donc la place, la première chose qui me vient, c'est qu'elle reste à prendre. On a besoin d'embarquer l'ensemble des acteurs de la place.
Euh, pour ce qui est de notre paroisse, on a choisi de destiner notre fonds aux enveloppes d'assurance, hein, PER, assurance-vie, contrat de capi. Donc, on a besoin du triptyque produit. Nous proposons et on est fiers de le faire. Assureurs, évidemment, on doit composer avec nos amis les assureurs pour référencer assez largement ce fonds-là. Et puis, évidemment, les distributeurs. On a parlé de beaucoup d'entrepreneurs. Je crois que le CGP, avant d'être un conseil financier, est aussi un entrepreneur et doit pouvoir comprendre la logique vers laquelle on se tourne en proposant ce type de solution. Donc, on a vraiment la place dans l'allocation patrimoniale. C'est difficile de répondre à ça parce que aujourd'hui, on met toutes les classes d'actifs sont bien représentées. Le private equity est quelque part, alors j'évoque ça sur l'angle de la démocratisation, hein, pour les clients dits patrimoniaux, hein, pas les clients, je dirais, ultra high ou les institutionnels, vraiment pour les clients patrimoniaux. Aujourd'hui, il y a une vraie place à prendre qui est vacante. Ça, c'est très clair. Donc, on a besoin des acteurs et des CGP en particulier pour ça. Pourquoi alors proposer ce fonds Rapidement, oui, trois arguments. Enrichir la richesse de l'allocation. Vous avez CGP, quelque chose qui vous incombe, c'est le devoir de conseil. Au plus, vous aurez de choix pour proposer des solutions intelligentes, au plus votre conseil sera pertinent. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la liberté que j'évoquais tout à l'heure en présentant le support. Le support Isatis Capital et Retraite permet d'investir et disposer de son épargne à tout moment grâce à une veille bimensuelle. Et c'est un point extrêmement important. C'est un fonds qui est neutre fiscalement, si on ne l'a pas précisé auparavant, qui est là pour épouser la fiscalité de l'enveloppe à laquelle il est destiné. Ce n'est pas un fonds qui a un biais fiscal, comme pour un FCPR traditionnel, et avec un objectif de performance intelligent, intelligible, qui est nourri par 3 moteurs distincts, mais on pourra revenir en one-to-one avec vos partenaires sur ce sujet. Voilà ce qu'on peut évoquer sur Isatis Capital et Retraite. Merci de cet esprit de synthèse, Mathieu. Jean-David, qui aura le mot de la fin finalement. Donc là aussi, la place de Next Stage Croissance et quelques arguments qu'on pourrait retenir comme ça, qui permettent de sortir de l'eau et de se différencier. Écoute, je vais pas te mentir, je ne vais pas vous mentir, Thierry. Les 12 mois qui vont venir sont probablement les 12 mois les plus importants pour notre économie depuis les 30 dernières années. Ce qu'on pense avoir vécu là en étant confiné, c'était la pointe de l'iceberg et le gros de l'iceberg, il est maintenant. Il est dans notre capacité à faire repartir cette économie dans laquelle nous vivons tous et qui va créer les emplois de nos enfants et nos petits-enfants. Donc, on peut se rassurer en se disant je vais mettre de l'argent en fonds euros parce que c'est vrai que d'acheter de la dette d'État surendettée, c'est vachement rassurant. Ou on peut se dire tiens, je vais soutenir le tissu de PME dans lequel finalement je vis, qui crée les emplois, toutes les entreprises qui finalement ont fait que aussi j'ai un écosystème régional, local qui nous fait vivre et qui nous a permis aussi de vivre pendant cette crise. Hein. Donc, nous, je pense que le premier vecteur, c'est ça. On a besoin que dans les 12-24 mois, que ce soit les acteurs institutionnels, les acteurs CGP, les acteurs particuliers, contribuent au redémarrage de l'économie et viennent soutenir notre tissu de PME. C'est essentiel. C'est vital. En plus de ça, vous avez la chance d'avoir une équipe Nextage maintenant qui a 18 ans, qui a déjà fait des bêtises. Sur les 135 investissements qu'on a fait, il y en a 8 qui ont perdu de l'argent. Donc, on est un peu comme nos amis d'Amundi, on n'aime pas prendre trop de risques et qui a un bon track record de performance régulier. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs performeurs du marché, mais on est probablement les plus réguliers du marché. Que cette classe d'actifs, elle est beaucoup moins volatile et que dans l'opportunité qu'il va y avoir, et Stanislas l'a très bien dit, dans les 24 mois, on va avoir la conjonction d'entrepreneurs qui vont avoir besoin d'argent, donc qui vont être moins regardants sur la valorisation. Et puis, on va avoir des institutionnels qui vont avoir besoin, eux, d'investir pour soutenir l'économie. Donc, c'est vraiment le meilleur des mondes. Donc là, on a 24 mois où il faut, je pense, soutenir nos PME et on compte sur vous tous et sur nos amis d'AGEAS. Voilà.
Écoutez, surtout, enfin, moi, je tiens à vous remercier tous pour ces messages que moi je qualifie d'enthousiastes, avec précaution, vigilance, bien évidemment, mais en tout cas, enfin, on a bien retenu, je pense, avec chacune de vos trois présentations et de vos trois analyses, comment on pouvait contribuer et montrer aussi que chacun finalement était contributeur. Et ça, c'est important parce qu'on a tous, je pense, une mission dans ce domaine qui est l'accompagnement donc des entreprises, qui est en effet le moteur premier de notre économie. Et puis, effectivement, je retiens ce dernier point, qui est cette vigilance sur les 12 à 24 mois qui vont venir, qui vont montrer donc à la fois la capacité de résilience, la faculté d'innovation également de ce métier, de ce segment d'activité, qui ô combien est important, qui peut-être est déjà plus important donc du côté outre-Atlantique. Et donc, je pense qu'il faut qu'on rattrape un petit peu le retard, mais grâce à des gens comme vous, très modestement mis en scène par des gens comme nous, et avec la forte valeur ajoutée des distributeurs que sont les CGP notamment, eh bien, je pense qu'on y contribuera et on va tous pousser dans le même sens. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier très sincèrement de la sincérité avec laquelle vous êtes intervenus, de ce partage d'expérience et d'expertise qui, j'en suis sûr, donc, sera mobilisateur et nous permettra d'aller un pas plus loin. Merci beaucoup, messieurs, et puis donc à très bientôt pour un nouvel e-forum. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.